Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts que je vais co-animer avec Valérie Crevel, fondatrice de Zoone, psychocoach spécialisée en neuroatypie. Bonjour Valérie, est-ce que la présentation est bonne? Oui, bonjour Cécile, la présentation est très bonne. Alors, on va entamer une petite série toutes les deux où on va parler des neuroatypies. Donc, la nécessité en premier lieu, c'est de redéfinir ce qu'est la neuroatypie. Très bien. Je vais commencer par donner une définition qui va être assez simple. Je vais me servir de slides et d'un support que j'ai déjà utilisé pour des conférences. Donc voilà, la définition que moi je donne, puisqu'on peut en trouver différentes. Donc c'est un neuroatypique est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique. Cela inclut des particularités dans la perception, la pensée, l'apprentissage, la communication ou le comportement. Donc tout ça, c'est une définition. Et les neuroatypiques comprennent des personnes comme. Donc là, on a 5 champs différents, donc 5 spectres. Donc c'est 5 spectres. Voilà. Donc nous avons les 10 et les multi-10. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le haut potentiel intellectuel, dont le HPI, l'hypersensibilité et le HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, les troubles du spectre autistique, TSA, ou le syndrome d'Asperger. Voilà les profils de nos super neuroatypiques. Merci Valérie. Alors, pourquoi on parle de neuroatypie? On va avoir le contexte, l'origine et le contexte. Donc, j'aime bien toujours poser les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc, le terme s'oppose à neurotypique, qui désigne les personnes ayant un fonctionnement cérébral considéré comme standard ou typique. Il est souvent utilisé dans les contextes liés à la neurodiversité, un concept qui valorise les différences neurologiques comme des variations normales de l'esprit humain. Ça, c'est la définition, l'origine et le contexte. Et pourquoi j'utilise ce terme? Pour 2 raisons. La première, ça va être l'inclusivité. Inclusivité, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il met l'accent sur la diversité des fonctionnements neurologiques sans pathologiser ces différences. Et la deuxième, c'est la valorisation. Il invite à reconnaître les talents et points forts associés à ces particularités tout en comprenant les éventuels défis qu'elle implique. Et j'aime bien cette petite phrase pour finir l'explication. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment, mais non moins bien. C'est une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde. Aujourd'hui, on parle du TDAH. Donc Valérie, qu'est-ce que le TDAH? Parce que le H se met après, entre parenthèses. C'est ça. Donc toujours la même façon de procéder pour moi. On va donner une définition. Donc cette définition, elle est un petit peu complète et voilà, parce que là, on a affaire à un profil très spécifique. Donc le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la capacité d'une personne à se concentrer, à contrôler ses impulsions
et, dans certains cas, à gérer son niveau d'activité. Il est, il est, éga- il est généralement diagnostiqué dans l'enfance, mais peut persister à l'âge adulte. Donc là, vous avez un petit peu de ma dyslexie qui est là, hein. Et il y a Donc je aucun partage. souci. Je Moi partage. aussi, hein, parfois, il y a parfois, j'appelle ça des bugs. Donc là, la prévalence globale, ça je tiens à le souligner. Donc chez les enfants, environ 5 à 7% des enfants dans le monde sont diagnostiqués avec un TDAH. C'est quand même énorme. Et on parle de ce diagnostic. Oui, donc on parle toujours de ceux qui sont diagnostiqués. Hein? Chez l'adulte, environ 2 à 5% des adultes sont touchés, bien que le nombre ne soit pas diagnostiqué. Là, c'est une estimation. D'accord. Les symptômes évoluent avec l'âge. D'accord. Ça, c'est voilà. Alors, évolue dans quel sens? Favorablement, Et ben, défavorablement, dans les deux sens. dans les deux D'accord. sens, puisque D'accord. il n'y a pas eu de diagnostic mondial chez l'adulte. Il n'y a pas de base, il Il n'y y a a pas de... Enfin, c'est quelque chose qui serait et là, je lance un appel, peut-être que ce serait intéressant de faire une étude, oui, par rapport à ça. Oui, par rapport à Ouais. ça. Et donc, nous avons aussi une répartition des sexes qui est très différente. Donc, le TDAH est diagnostiqué environ 2 à 3 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles pendant l'enfance. Cependant, chez les filles, les symptômes d'inattention moins visibles sont souvent sous-diagnostiqués. Ça, c'est un gros problème. Vraiment, donc, vraiment, comment on l'explique? Alors, je sais que c'est pas du simplement TDAH, puisque je sais que je dévie un tout petit peu, mais je sais que, par exemple, un HPI se détecte aussi moins facilement chez une fille que chez un homme. On explique ça comment? Par l'éducation. Parce que Regarde toi? et oui, c'est ça. Parce que nous, oui. En tant que femme, nous avons encore ce poids du patriarcal, on a le poids de la société, on nous demande d'être. Effectivement, cette phrase Sois belle et tais-toi est tellement ancrée dans notre façon d'être que même dans les diagnostics, la majorité des filles passent à travers les filets et parce que les garçons, en tout cas chez les TDAH, c'est assez bien vu qu'un garçon puisse exprimer de la colère. Ah oui. Oui. Alors qu'une fille, non. Une fille, on n'exprime pas de colère, on Oui. n'exprime pas de la violence. Donc c'est très... Elle peut pleurer encore. Voilà, elle peut pleurer. Mais effectivement, on est face quand même à cette différence entre les garçons et les filles. Et c'est pour ça aussi que les garçons sont tout de suite repérés par leur façon d'être très, très physique. Parce qu'effectivement, c'est dans le physique que ça se passe. Puisque la société tolère quand même que l'homme et le garçon puissent être dans cette colère. Et là, c'est une colère ou une violence qui est sur et trop, trop, trop. Voilà. D'accord. Beaucoup d'impulsivité. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses comme ça. Et je voudrais juste finir cette définition avec des chiffres dans le monde. Que j'ai trouvé qui me semble très important. Dans le monde, environ 366 millions de personnes vivent avec un TDAH, tout âge confondu. En France, environ 4 à 5% des enfants et 3% des adultes sont concernés. Aux États-Unis, le taux est plus élevé, avec environ 9,4% des enfants diagnostiqués. D'accord, c'est peut-être parce qu'il y a plus de diagnostics qu'en France. Certainement que les États-Unis sont quand même beaucoup plus en avance sur les diagnostics et en particulier le Canada qui est très, très avancé sur tout ce qui est recherche auprès des neuroatypiques, dont du coup les TDAH. J'en font partie, bien évidemment. Alors, comme pour les 10, on l'a déjà vu, c'est aussi
une, une population, j'ai envie de dire, mais voilà, un spectre qui a plein de qualités, plein Ouais, d'atouts, ouais. plein de est-ce qu'on passe tout de suite aux atouts? Est-ce que tu as autre chose à dire avant les Oui, atouts? oui, là, voilà, déjà la problématique que ça crée, parce qu'effectivement, c'est une problématique, les symptômes, donc il y a des symptômes particuliers. Donc, inattention, Mmh. ça, c'est quand même la grande difficulté, à se concentrer, à organiser des tâches et à suivre des instructions. Oubli fréquent et tendance à se laisser, distraire facilement. Voilà. On a aussi, l'hyperactivité. Donc ça, c'est un facteur, extrêmement, visible. Donc un besoin constant de bouger, difficulté à rester tranquille ou assis, comportement, excessivement actif, même dans des situations calmes. Donc le corps a besoin d'être en mouvement tout le temps. L'impulsivité, difficulté à attendre son tour et tendance à interrompre les autres. Prise de décision rapide sans réfléchir aux conséquences. Voilà, ça, voilà. Et ma petite phrase, pour conclure, ce domaine, le TDAH est un trouble fréquent touchant plusieurs millions de personnes à travers le monde. Il est important de favoriser un diagnostic précoce et un accompagnement adapté pour aider les personnes concernées à s'épanouir pleinement. Il faut des professionnels qui accompagnent tous ces enfants qui sont en grande souffrance. Je rappelle que ça, c'est de la souffrance à l'état pur. Donc il faut de plus en plus de professionnels, d'endroits qui puissent accueillir, qui puissent les aider à, à se comprendre, à s'adapter à eux-mêmes aussi, à essayer de voir comment ils peuvent en tirer justement, des avantages. Et là, on va pouvoir y venir après aux points forts, parce que ça, c'est important, les points forts, hein. Parce qu'effectivement, ils développent tellement de choses que, ils deviennent des adultes extrêmement, créatifs et innovants, et donc ça, on va pouvoir, ouais. J'ai une petite question, sur, l'hyperactivité. Mmh. C'est très en tout cas, c'était très à la mode quand moi, mes enfants sont rentrés, en maternelle. Donc, mon fils est né en 2005, ma fille en 2007, donc on va situer ça, aux alentours de 2010. Ouais. Et donc j'avais un enfant qui bougeait beaucoup, un plus que l'autre, mais moi, je ne parle pas d'hyperactivité, je parle d'un enfant curieux qui a aussi besoin de se dépenser. Mmh. Il y a une mode où un enfant qui bouge est hyperactif, il faut le mettre sous traitement. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on a encore de l'hyperactivité? Je dis pas que ça n'existe pas, pur et simple, mais un gamin de 5 ans, il a aussi besoin de gigoter et de bouger, sans forcément qu'il y ait un trouble qui soit associé. Comment on fait pour, se dépatouiller de tout ça? Justement, là, c'est ce que les neurosciences aident beaucoup là, toutes les découvertes, toutes les dernières découvertes aident aussi à comprendre qu'un enfant, neuronalement et au niveau de sa construction de son cerveau, né à 5 ans, est en cours de construction. C'est-à-dire que vraiment, physiologiquement, son cerveau est pas fini. Et ça, il faut bien l'entendre. Mmh. Donc il a besoin de bouger parce que du coup, il a besoin aussi d'être dans l'espace, voir où il se situe. Et aujourd'hui, ça y est, on commence à comprendre que, bouger, ça aide aussi à apprendre. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Mais, pendant des décennies et des décennies, des générations et des générations, on nous a demandé d'être assis à une table, à ne pas bouger, à écouter, ce qui est complètement contre-productif par rapport à ce que, l'être humain a besoin. Oui, contre nature, enfin, c'est nous là, Oui. on enregistre un podcast, on bouge les Alors mains, oui, corps, alors, c'est parce que vous ne me voyez pas, mais alors, moi je bouge beaucoup beaucoup. de films en même temps, je suis même pas peu. Moi je bouge Mais, beaucoup. moi je fais attention un petit peu, mais ça peut m'arriver de bouger. Mais effectivement, voilà, c'est important, de laisser aussi, l'enfant s'exprimer. Je Oui. pense qu'il y a un âge pour détecter et il faut faire attention peut-être de
pas tout mélanger. Ouais. Ça, c'est peut-être que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque moi, je parle encore une fois de ce que j'ai pu voir. Oh, il y a encore Mais mais voilà, tu vas au restaurant avec ton enfant, il bouge, oh là là, encore un hyperactif. Bah non, c'est un gamin qui a 7 ans et un restaurant, franchement, il y a peut-être pas sa place, tout simplement. Donc les points forts, hein, les points forts. Alors, les points qu'est-ce qu'on aime chez eux? On aime tout, mais qu'est-ce ça le nous apporte. Alors, la créativité et pensée innovante. Ça, c'est des esprits fertiles pour trouver des idées originales et résoudre des problèmes de manière inattendue. d'accord. Pensée non linéaire, souvent associée à une forte imagination. Ça, c'est très, très important. Énergie et dynamisme. Haut niveau d'énergie, idéal pour des tâches nécessitant de l'enthousiasme et de l'implication active. Activité à gérer des situations exigeantes ou à travailler efficacement sous pression. Ça, c'est hyper important dans notre, dans notre société, du dynamisme. On devrait tous être TDA pour supporter la pression, en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Donc ils ont aussi une hyper-focalisation. Bien qu'il ait du mal à se concentrer sur certaines tâches, et ça c'est important de l'entendre, hein, ils peuvent atteindre un état de concentration intense sur des sujets qui les passionnent, aboutissant à des résultats exceptionnels. J'espère que ça, voilà, Ça rentre dans vos têtes. ça rentre dans cette tête. On doit dire ça en quoi? En plus, moi, je me coupe. Adaptabilité et flexibilité. Pensée rapide et capacité à réagir efficacement dans des situations changeantes ou imprévues. Ouverture aux nouvelles expériences et aux approches alternatives. Ce sont des gens qui s'adaptent, mais plus. Empathie et sensibilité. Grande capacité à ressentir des émotions, les émotions des autres, souvent traduites par de l'empathie et une forte connexion avec autrui. Mais ce sont des gens qui sont dans l'humanitude. J'aime ce mot, dans l'humanitude. Voilà. C'est un joli mot que j'aurais appris. Ouais. Prise de risque et spontanéité. Attitude à oser sortir de leur zone de confort. Ils montrent le chemin, ils montrent des chemins différents, ce qui peut mener à des découvertes ou à des opportunités inattendues. On en a besoin. Nature aventureuse et enthousiaste face aux défis. Mais vous vous rendez compte, dans l'époque où on vit, on a... Si on peut vivre qu'il y a des chercheurs. Mais oui, c'est complètement... J'ai l'impression, en fait, avec tout ce que tu es en train de donner comme qualité, je pense à ça, je peux me tromper à chaque fois, encore une fois, c'est mon ressenti, hein, par rapport à ce que tu dis, mais ouais, là, je les vois, Ah, mais il fait ce... innovants, Mais fonceurs, oui. peur de rien, et du coup, on y va. Mais oui, Et c'est ça. et le monde avance grâce à eux, quoi. Donc, ils ont aussi une grande résilience et une persévérance due à leur vécu d'enfant. Attitude à surmonter les difficultés et de s'adapter, ce qui renforce leur détermination et leur endurance. Un sens de l'humour et de joie de vivre. Mais bon sang, mais oui, mais c'est bien sûr. Ce sont des clowns. Capacité à trouver de l'amusement et du plaisir dans des situations variées, ce qui peut inspirer et motiver ceux qui les entourent. Alors, ce sont des super leadership naturels. Un charisme, énergie communicative et aptitude à motiver les autres, ce qui en fait souvent de bons leadership ou collègues inspirants. Regardez autour de vous, étudiez, regardez où ils sont et rapprochez-vous d'eux. Ils ont une possibilité de multitâche. Talent pour jongler entre plusieurs idées ou tâches en même temps, particulièrement utile dans des environnements dynamiques. Ils sont autour de nous, ils vivent autour de nous, ils sont nos parents, ils sont peut-être nos frères, nos sœurs, nos collègues de travail. Rapprochez-vous de ces gens qui ont un potentiel énorme et essayez de valoriser ces compétences parce que la plupart les cachent
Parce que la plupart ont honte, ont une estime de tellement basse qu'ils vont pas, aller forcément vers ces choses-là parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ne sont pas forcément à la bonne place, mais on en parlera avec Valérie. D'abord, on va vous parler des différents spectres de la neuroatypie et ensuite, on a prévu plusieurs épisodes, avec Grand de plaisir. mise en situation et on parlera du travail pour toutes les personnes neuroatypiques. Comment se retrouver, dans un job? Est-ce qu'il faut devenir entrepreneur pour être épanoui ou pas? On y reviendra, ça sera aussi très intéressant. Il y a beaucoup de choses, je pense, à dire, voilà, sur le sujet. Oui. Mais tu as raison. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur Bah, déjà, TDAH? je pense que déjà cet épisode est riche, mais comme tous. Voilà, moi je ne sais pas faire autrement que de donner beaucoup de choses. Réécouter, réécouter, écouter encore, il y a plein de petites choses et observer autour de vous, Aussi, voilà. observer autour On va arrêter là pour le TDAH ouais, et on se retrouve pour parler des HPI. oui, et À tout de suite ou à la semaine prochaine. à la prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.